webinaire. Avant de commencer, Alam, tu voudrais bien accorder le rôle co-host à Thư. Oui, merci. C'est fait. Là. Voilà, merci. Bonjour. Bienvenue au webinaire d'information et questions-réponses sur l'appel à projet régional soutien aux initiatives pour la mise en œuvre et pour le développement de formations totalement ou partiellement à distance, édition 2022 de l'AEF Asie-Pacifique. Je vous remercie de votre présence nombreuse aujourd'hui. Et voici l'ordre du jour de cette rencontre. Nous allons présenter brièvement l'objet de cette rencontre. Ensuite, M. Fabien Mehes, directeur régional adjoint projet de l'AEF Asie-Pacifique, va prendre quelques mots d'introduction. Ensuite, je vais présenter les points essentiels de l'appel à projet qui a été envoyé à tous les établissements membres de l'AEF dans la région. Et par la suite, il y aura des questions-réponses sur cet appel. Et nous souhaitons clôturer cette rencontre vers 11 heures. Voilà. Et nous avons l'honneur maintenant de présenter M. Fabien Mehes, directeur régional adjoint projet de l'AEF Asie-Pacifique, qui va prendre son allocution d'introduction. Merci beaucoup, Dai. Mesdames et messieurs, chers établissements membres de l'AEF en Asie-Pacifique, chers futurs établissements membres, chers collègues, c'est un grand plaisir d'ouvrir ce webinaire consacré à notre appel à projet régional visant à soutenir les initiatives pour la mise en œuvre ou le développement de formations totalement ou partiellement à distance. La mobilisation des établissements de la région, que je remercie vivement pour leur présence, illustre une nouvelle fois tout l'intérêt porté à cette initiative que nous nommerons par commodité plan EAD. Alors, comme vous le savez tous, l'enseignement à distance imposé de fait par la pandémie a mis en exergue que la formation des enseignants était tout aussi importante que la modernisation des infrastructures pour faciliter cette transition vers une approche pédagogique hybride. Et justement, au tout début de la pandémie, d'importantes inégalités entre enseignants ont été relevées en termes d'utilisation de plateformes d'enseignement à distance ou en termes de maîtrise des méthodes et outils d'enseignement. Partant de ce constat, le plan EAD mis en place par l'AEF visait à vous soutenir, établissements membres, dans votre mission d'assurer la continuité pédagogique en renforçant la qualité des dispositifs de formation hybride et à distance. Alors, ce plan EAD comportait en réalité deux phases. En 2020, tout d'abord, il s'agissait de soutenir les initiatives de formation dispensées totalement ou partiellement à distance afin de favoriser, et ce à très court terme, l'accès des étudiants à des formations de qualité. L'enquête qui a été menée suite au plan EAD 2020 a révélé un excellent taux de satisfaction concernant l'organisation, le format, les contenus de formation, la qualité des intervenants et surtout les aptitudes pédagogiques des experts invités. En 2020, ensuite, nous avons souhaité approfondir les sujets abordés en 2020, consolider les formations en pratique d'enseignement à distance, mais aussi élargir le spectre des pays bénéficiaires. Le bilan du plan EAD est en cours et il faudra bien entendu en tirer des enseignements. Mais pour illustrer cet accompagnement en 2020 et 2021, je voudrais rappeler quelques chiffres évocateurs. Premièrement, ce sont 175 000 € que l'AEF a consacrés au plan EAD dans la région Asie-Pacifique ces 2 dernières années.
Ces soutiens se sont traduits de différentes manières, par le financement de projets conçus et portés par les membres, par des actions directement menées par l'AUF, des webinaires, des formations ou des événements, mais également par le financement de Studio MOOC pour les 8 meilleurs projets EAD présentés en 2020, financement qui s'est accompagné d'un programme de formation spécialisé depuis le montage d'un Studio MOOC jusqu'à la production de contenu pédagogique. Et enfin, deuxièmement, le plan EAD a permis en tout et pour tout à 19 universités issues de 9 pays et collectivités d'outre-mer d'être accompagnées sur des thématiques correspondant à leurs besoins spécifiques. Quand on porte un regard rétrospectif sur ces 2 années, force est de constater que l'enseignement à distance s'est imposé durablement comme un facteur d'attractivité et de visibilité pour les universités de la région. Et donc, par conséquent, compte tenu du succès rencontré par le plan EAD les années précédentes, en 2020 et 2021, nous avons décidé de reconduire l'expérience dans un format optimisé. Alors, mon collègue Dai y reviendra dans une présentation plus technique et détaillée, mais la véritable innovation de cet appel à projet résidera dans la mise en œuvre de projets de courte durée, sur 12 mois, articulés avec une stratégie de développement de long terme, sur 4 à 8 ans. Et il s'agit également de proposer une typologie de projets qui répondent à 4 paliers de besoins que nous avons identifiés. Voilà, avant de conclure, je formule 2 souhaits pour ce webinaire. Tout d'abord, qu'il vous soit utile à vous, chères institutions d'enseignement supérieur et de recherche membres de l'AUF, pour mieux cerner les caractéristiques spécifiques de cet appel à projet. Et enfin, qu'il suscite de nombreuses questions auxquelles toute l'équipe de la direction régionale Asie-Pacifique de l'AUF se fera un immense plaisir de répondre. Voilà, je ne voudrais pas être trop long et je vous remercie par avance et je nous souhaite des échanges nourris et spontanés. Merci, Monsieur Fabien, pour son allocution d'introduction qui donne le contour du contexte de l'appel à projet et de toutes les actions que l'AUF a mises en place depuis 2 ans en termes de soutien au développement de l'enseignement à distance dans la région. Maintenant, je vais me permettre de présenter excusez-moi. Je vais me permettre de présenter les points essentiels de l'appel à projet que nous avons envoyé aux établissements membres de la région. Voilà. Vous voyez tout mon écran? Oui, c'est parfait. Oui, merci. Donc, le contexte qui a été déjà présenté par M. Fabien Mios. Donc, nous avons des besoins, des attentes en réponse de la crise sanitaire COVID-19 depuis 2 ans, mais à plus long terme. L'enseignement à distance, c'est un facteur clé pour le développement des universités, de tous les établissements d'enseignement supérieur, pour internationaliser et pour atteindre les qualités de formation plus élevées. Et donc, avec tous ces enjeux-là, l'appel à projet de l'AUF ont pour objectif général de soutenir toutes les initiatives de déploiement des formations qui sont dispensées totalement ou partiellement à distance dans toutes les universités, dans tous les établissements membres de l'AUF dans la région. Et les objectifs spécifiques, c'est que toutes les activités dans le cadre de ces projets devraient permettre à favoriser l'accès à des étudiants à des formations à distance de qualité dans le court terme. C'est que ça devrait permettre à améliorer la qualité des enseignements, surtout si
s'il s'agit encore de répondre à la crise sanitaire, il faudrait un minimum de qualité dans ces enseignements. Mais plus que ça vise des améliorations de la qualité de ces enseignements à long terme par les outils numériques en ligne, ce pourrait être pris en compte dans tous ces projets-là. Et donc, les bénéficiaires, ce sont les établissements d'enseignement supérieur membres de l'AEF parce que nous sommes un réseau et il faudrait être membre de l'AEF pour pouvoir porter un projet avec le soutien de l'AEF. Voilà. Mais nous avons aussi des bénéficiaires indirects, c'est que l'ensemble de la communauté des étudiants et des enseignants universitaires dans la région Asie-Pacifique qui peuvent bénéficier des impacts générés à partir de ces projets portés par les établissements membres de l'AEF. On a 4 catégories de projets. Voilà. Premièrement, pour tous les établissements d'enseignement supérieur qui ne disposent pas encore des moyens techniques surtout, mais aussi des dispositifs réglementaires qui permettent de déployer tout type de formation ou d'enseignement à distance, mais partiellement. Voilà. Et dans ce cas, voilà, on peut dire qu'une université qui commence de zéro, voilà, et qui souhaite mener une réflexion pour développer une stratégie numérique à long terme. Là, on appelle un projet initiation. Quand une université qui dispose déjà des bases essentielles pour le développement de l'enseignement à distance et qui souhaite intensifier, augmenter le taux d'utilisation des outils numériques en ligne pour introduire le modèle pédagogique qui est appelé présentiel augmenté. Parce qu'on continue avec les formations en présentiel, en classe, mais avec l'utilisation augmentée, intensifiée des outils numériques, des ressources pédagogiques qui sont mises en ligne et avec plus de types d'activités asynchrones qui permettent aux étudiants de poursuivre leur activité pédagogique sans la présence des enseignants en face à face et qui peuvent continuer à travailler continuellement à distance, n'importe où et n'importe quand. Voilà. Là, on parle de projets de catégorie B, développement. Une troisième catégorie qui est consolidation, qui cible les établissements qui souhaitent officialiser les pratiques d'enseignement synchrone en classe ou par vidéoconférence, en classe virtuelle, avec les activités asynchrones, en autonomie des étudiants, en travail collaboratif à distance à travers une plateforme pédagogique officielle de l'université. Et là, on parle de la catégorie 3, consolidation. Et la dernière catégorie qui regroupe des projets où les universités qui souhaitent développer des formations à distance de manière très structurée selon les normes internationales en la matière. Voilà. Et on peut dire qu'avec toutes ces 4 catégories, ça représente aussi les 4 niveaux de développement
du numérique dans les universités. Et avec ces 4 catégories, on peut voir sur le schéma, il y a les niveaux de progression, les niveaux progressifs d'intégration des outils numériques dans l'enseignement. On part de 0% numérique. Cela veut dire que l'enseignement en présentiel et en classe, 100% en présence en classe. Là, on passe à un premier niveau, un premier échelon de présentiel enrichi, voilà, avec les outils de travail informatique, numérique, très basique, voilà, pour enrichir un peu l'utilisation des ressources multimédia en classe et amorcer le montage, la construction d'une plateforme pédagogique. Voilà. Mais plus le niveau d'utilisation de TIC qui s'accompagne avec les dispositifs réglementaires qui seront développés pour soutenir toutes les activités en ligne à distance. Plus ça augmente, plus ça demande des investissements sur plusieurs aspects. La révision du curriculum, le montage, la construction des systèmes pédagogiques qui convient à chaque modèle pédagogique à développer. Et ça demande la mobilisation des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières conséquentes. Voilà. Et ça va demander le changement de plusieurs aspects, de plusieurs processus qui sont habituellement appliqués dans les universités avec la modalité traditionnelle de formation présentielle. Donc, ça demande beaucoup de changements. Et plus le taux d'utilisation de TIC qui augmente, plus les investissements sont importants. Et c'est pour ça que les catégories A, voilà, on vise à aider les établissements qui partent de zéro et qui aboutit à un niveau de présentiel enrichi. Pour les catégories, la catégorie B, voilà, les établissements qui partent du modèle présentiel enrichi et pour atteindre le niveau présentiel augmenté, allégé, que là, à ce niveau-là, on parle de la catégorie 3, présentiel interné. Voilà, interné de manière officiellement les activités synchrones en classe, avec la présence en même temps des enseignants et les étudiants, avec les activités asynchrones à travers une plateforme pédagogique en ligne en toute autonomie des étudiants, en apprentissage individuel et en apprentissage collaboratif, mais sans la présence en même temps des enseignants. Voilà. Et le tout dernier niveau, c'est qu'à partir du modèle présentiel interné, voilà, on aura toutes les bases nécessaires pour développer, intégrer les normes internationales dans l'organisation et le déroulement de toutes les formations à distance. Voilà. C'est ça l'idée de structuration de tous les 4 niveaux de catégorie. Et avec cette structuration, comme M. Fabien Mus a dit dans son allocution, il y a un enchaînement. Donc, un projet à court terme, 12 mois, ça permet à atteindre un certain nombre de résultats, mais ça ne permet pas de résoudre tout. Mais avec l'enchaînement de 4 catégories qui correspondent à 4 niveaux de développement du numérique dans une université, on peut pallier, on peut combiner très bien les objectifs
et les impacts à court terme d'un projet à durée de 12 mois avec une vision à long terme de 4 ans à 8 ans. Imaginons une université qui commence à construire la base avec la catégorie A pendant 1 an, pendant 2 ans, et à chaque étape comme ça, pendant 1 an ou 2 ans, on peut atteindre finalement au bout de 4 ans ou 8 ans, voilà, un niveau de qualité reconnu internationalement dans l'enseignement à distance. Donc, pour les conditions d'éligibilité, bien sûr, cet appel est adressé aux établissements membres de l'AEF. Il faudrait que ce soit un projet institutionnel qui est soutenu par la plus haute direction de chaque université, mais à condition que chaque établissement soit à jour de cotisation à l'AEF. Et bien sûr, il y aura des membres de la CONFASI, de la conférence des établissements membres, des recteurs des établissements membres de l'AEF en Asie-Pacifique. Voilà, ils peuvent aussi porter leur propre projet parce que dans la région, nous avons des universités, de grandes universités comme les universités nationales, universités régionales qui sont composées, qui comprennent plusieurs autres établissements relativement autonomes au sein de sa structure. Et donc, chaque établissement enfant de ces structures qui sont membres de la CONFASI peuvent aussi postuler et ils sont encouragés. La durée d'un projet, c'est au maximum 12 mois et à partir du 1er juin 2022, nous avons une obligation d'annualisation du budget à l'AEF, donc c'est une obligation, mais nous avons structuré les projets de sorte que la durée de 12 mois d'un projet n'empêche pas à avoir une vision de développement progressif à long terme qui correspond à une stratégie, une véritable stratégie de développement numérique de toutes les universités. Le budget demandé à l'AEF, on va soutenir au maximum 70% du budget total d'un projet. Cela veut dire que ça va demander un cofinancement au minimum 30% de la part des universités qui portent les projets. Mais le montant maximum de l'AEF que l'AEF peut apporter à chaque catégorie de projet sera progressivement élevé en fonction du niveau d'exigence. Cela veut dire qu'en fonction du niveau de la qualité à l'issue de chaque projet. Donc, un projet catégorie A, 5 000 euros, B, 10 000 euros, C, 15 000 euros et D, 20 000 euros. Dans l'édition, la première édition en 2020, il y a un certain nombre des universités qui ont déjà des projets. Ils peuvent postuler. C'est les établissements qui ont déjà des projets précédents peuvent postuler à cet appel sous réserve que les projets précédents soient finalisés et clôturés. Aussi bien que dans le présent projet, il faut cibler des livrables d'une catégorie supérieure. Cela veut dire que, par exemple, un établissement qui avait le projet catégorie développement dans la précédente édition, maintenant, il ne peut plus postuler avec un projet de même catégorie, mais il faudrait passer à la catégorie C. Et c'est comme ça. La différence entre les catégories sont représentées par les livrables qui sont définis dans l'annexe A de cet appel. Donc, il faudrait étudier tous les résultats et les livrables qui sont décrits dans l'annexe
il faut faire en sorte que dans le projet, il faut qu'il y ait des livrables équivalents à chaque catégorie. Pour l'évaluation de projet, on va avoir 5 groupes de critères principaux sur la pertinence du projet, la cohérence du projet, le caractère innovant du projet, l'impact du projet et la faisabilité du projet. On va faire appel à des experts compétents, indépendants de l'AEF pour évaluer le contenu scientifique de tous les projets sur ces 5 critères principaux sur le contenu scientifique du projet. Et on va avoir en plus les critères bonus, donc les projets qui répondent à ces critères pourront avoir des notes en plus avant la prise de décision finale de sélection de projet. On compte sur les projets qui ont un taux de cofinancement élevé, bien sûr. S'ils investissent beaucoup, ils auront plus de chances. Voilà. Si le projet cible une partie des enseignements en français dans l'expérimentation, surtout parce que les enseignements à distance, il faut en plus cibler les dispositifs réglementaires, les systèmes techniques, il faudrait former les enseignants, il faudrait expérimenter les cours selon la nouvelle modalité d'enseignement à distance. Et si dans cette cours expérimenté, il y a une partie des enseignements en français, ils auront des notes en plus. Les projets qui ciblent, qui visent à mobiliser les experts au sein du réseau francophone de l'AEF en la matière auront aussi des bonus. Des projets multipartenaires, non seulement académiques entre plusieurs universités, mais si ça implique les entreprises, les structures socio-économiques, la société civile, les ONG, etc., ils seront encouragés. Et finalement, un côté, si les projets qui sont portés par les enseignantes, les femmes, voilà, les coordinatrices de projets, ils auront des bonus avant la décision finale de sélection des projets. Donc, en termes d'échéance, la date limite de dépôt des formulaires de candidature s'est fixée au 25 avril pour nous permettre d'avoir environ un mois pour l'évaluation des projets, la sélection des projets et la signature des conventions de partenariat de subvention et pour permettre au démarrage des projets à partir du 1er juin. Nous aurons ainsi 6 mois de mise en place, donc une première étape du projet pendant 6 mois pour aboutir à des résultats intermédiaires avec un rapport intermédiaire un peu léger vers la fin de l'année pour justifier le versement de la deuxième subvention au plus tard le mois de décembre. Comme ça, nous allons consommer tout le budget de l'année en 2022, mais avec les résultats réels du projet obtenus vers le mois de mai. Et comme ça, nous allons clôturer le projet de cette édition vers le 31 mai. Et ce cycle pourra se répéter dans les années suivantes si tout va bien et si ce plan EAD de l'AEF continue à recevoir le soutien de la direction de l'AEF, du rectorat de l'AEF et des établissements membres dans la région. Voilà. Merci de votre attention et nous allons passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions?
J'ai vu un main levée de l'Université des Affaires internes. C'est un établissement, ce n'est pas encore un établissement membre de l'AEF, mais vous êtes bienvenue. Je vous laisse la parole. Vâng ạ, xin chào các thầy các cô. Tôi xin phép được tự giới thiệu, tên tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hiên, đến từ Phòng Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Lời thứ nhất thì cũng xin phép được trao đổi là Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là thành viên của AOF từ năm 2014 ạ. Désolé, désolé. Vâng, cảm ơn thầy. Nội dung thứ hai là lúc nãy sau khi mà nghe cái bài giới thiệu của thầy ấy, thì ở góc độ của nhà trường thì chúng tôi cũng rất là mong muốn có cơ hội được tham gia để nộp và được phê duyệt dự án. Tuy nhiên là tôi có thấy nói rằng là giới thiệu là giả sử như những trường mà đã tham gia dự án từ giai đoạn trước mà đã vào dự án B rồi, thì với dự án lần này sẽ không thể được phép quay lại dự án B nữa mà phải nâng cao hơn. Vậy thì như trường hợp trường của chúng tôi thì chưa tham gia dự án thì có thể tham gia được vào ngay nhóm B hoặc nhóm C hay không, hay buộc phải bắt đầu từ nhóm A? Vâng ạ, xin cảm ơn thầy ạ. Oui, merci. La question posée par Université du Nord du Vietnam, je me suis trompé et je me permets de rectifier. Cette université est déjà membre de l'AEF. La question se pose que si on commence tout neuf un nouveau projet à l'AEF, est-ce qu'on peut entrer directement dans les catégories supérieures comme B ou C, ou il faudrait passer par la catégorie A? La réponse, c'est que vous pouvez commencer à n'importe quel niveau qui correspond à votre état actuel de l'enseignement à distance. Si vous n'avez pas eu de projet dans l'édition précédente, mais vous souhaitez postuler pour un projet catégorie B ou C, voire D, ce serait la bienvenue, parce que l'évaluation des projets seront basées sur ce que vous allez décrire dans votre projet, le contexte de votre établissement en termes d'enseignement à distance. Tout l'environnement de votre établissement et pour justifier les activités que vous allez organiser dans le cadre du projet. Donc, si ça correspond à tous les critères scientifiques d'un projet de telle ou telle catégorie, vous aurez la chance d'avoir le projet. Donc, vous pouvez regarder dans l'annexe 1 avec tous les détails des livrables de chaque catégorie. Et voilà, cela peut, voilà, vous pouvez postuler pour n'importe quelle catégorie. Vâng ạ, cảm ơn câu giải thích rất là rõ ràng của thầy. Merci. Vous avez d'autres questions? Je vais Monsieur Bình Nguyễn du Việt Nam. Dạ, chào các thầy cô, chào mọi người ạ. Thì em giới thiệu là em là Bình, đến từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, phòng hợp tác quốc tế của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Thì liên quan đến cái dự án này thì trường Bách khoa đã tham gia từ giai đoạn đầu, tức là đã từ năm ngoái. Thì năm nay trường Đại học Bách khoa muốn phát triển cái hệ thống này. Thì cho em hỏi là trong cái yêu cầu của dự án thì nó có yêu cầu là các soạn thảo một cái môn học online thì bắt buộc phải có một cái môn mà có sử dụng tiếng Pháp. Thì điều này có bắt buộc hay không, và nếu như chúng ta thay bằng cái môn tiếng Pháp bằng những cái môn tiếng Việt thì em nghĩ nó có khả thi là sinh viên của toàn trường có thể được sử dụng, chứ không nhất thiết những sinh viên học tiếng Pháp. Thì xin thêm cái ý kiến tư vấn của AOF. Em xin cảm ơn. Merci Monsieur Bình.
la question, M. Ben vient de l'Institut Polytechnique de l'Université de Da Nang. Il a porté un projet précédent de développement, je crois. La question se pose, c'est que pour les cours expérimentés dans le cadre du projet, est-ce qu'il y a une obligation pour les cours en français ou bien on peut expérimenter les cours en langue nationale, en l'occurrence ici le vietnamien, parce que il n'y a pas beaucoup de cours en français dans les universités vietnamiennes. Voilà. La réponse est que c'est un projet institutionnel. Cela veut dire que le projet doit créer toutes les conditions favorables pour l'enseignement à distance de l'ensemble des cours, l'ensemble des matières dans toutes les formations, quelle que soit la langue. Donc, c'est l'objectif primaire, c'est tous les cours. Et si dans ces cours-là, il y a un certain taux de cours en français, vous aurez des notes bonus en plus. C'est que les critères principaux, ça porte. Est-ce que ça crée des conditions favorables pour l'enseignement à distance, pour l'ensemble de l'université? Si c'est oui, on va poser ensuite la question, est-ce qu'il y a un taux de cours en français? Si non, vous n'avez pas de bonus. Si vous avez, par exemple, 10% de cours expérimentés en français, vous pourrez avoir 5 points de plus. Si vous avez la moitié des cours expérimentés, vous pourrez avoir un peu plus. Voilà, c'est ça le bonus. Mais si vous ne créez pas de conditions favorables pour l'ensemble des formations à distance, et si vous ciblez 100% de cours en français, ce ne serait pas vraiment utile parce qu'on favorise d'abord l'enseignement à distance pour tout le système. Et parmi les bénéficiaires de ce changement systémique, ça peut avoir des cours en français, mais ce n'est pas l'inverse. Donc, les cours en français, c'est le bonus, mais ce n'est pas les conditions principaux, les conditions principales. Encore une fois, vous regardez sur les annexes, je peux projeter rapidement les annexes. Voilà, vous regardez dans l'annexe A, le cycle de vie et les produits livrables d'un projet e-learning. Et on a des activités types de chaque lot d'activités, chaque étape d'un projet e-learning. Il y a des activités types, il y a des livrables qui correspondent à chaque catégorie de projet. Voilà. Et il y a des cases obligatoires. Voilà, obligatoire. Et un projet catégorie B ou C ou D, il faudrait cocher toutes les cases obligatoires. Vous voyez? Et vous pouvez voir dans la description de tous ces produits livrables d'un projet, il n'y a pas d'obligation de 100% de cours en français. On a seulement une partie de conception de contenu, mais pas voilà. La conception de contenu, dans le livrable, on ne parle rien de la langue. Vous voyez? Mais seulement dans l'annexe B, les dépenses types, si vous avez les productions de contenu pédagogique en français, voilà, le contenu qui s'applique, voilà, pour les cours en français. Et si vous ciblez les cours en français dans les frais de production de contenu pédagogique, vous pouvez avoir une partie du budget de l'EF qui pourra aider à payer la production externalisée de ces cours-là. Mais si vous produisez les cours en vietnamien ou en autre langue,
ce sera le coût de cofinancement. Voilà. Mais ça porte uniquement une partie. Mais plusieurs autres parties, vous pouvez faire sans le cours de français. Bonjour. Oui. J'ai une question. Oui, Madame Pagan. D'accord. Bonjour, je suis enseignante de l'école normale supérieure de Paxé. J'ai eu une question concernant du budget. Il y a 4 étapes, il y a 4 niveaux que vous avez présentés tout à l'heure. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir si nous, à l'école normale, on a des cours de français, c'est de niveau licence. Ça dure 4 ans. Et en ce moment, on a seulement en classe 3e année, on n'a pas de première ni deuxième, on n'a que 3e et 4e. Et pour l'année prochaine, les 4e vont terminer et l'année prochaine, il nous reste seulement des 4e années pour l'année prochaine, je veux dire. Et je voudrais savoir si on peut demander quelle catégorie de les 4 niveaux. C'est catégorie A, B, C ou D pour faire des cours à distance. Vous comprenez la question? Non, pas tout à fait. Nous, on n'a jamais demandé de bouger de l'AOF. Oui. Oui. Et cette année, on voudrait demander le budget pour faire des cours à distance pour l'année prochaine. Oui. L'année prochaine, les étudiants sont en 4e année. Oui. Et je ne sais pas, c'est le niveau le niveau de pédagogie là. Oui, j'ai compris. Mais le niveau d'enseignement à distance d'université ou d'un établissement d'enseignement supérieur ne concerne pas l'année d'études. Ne concerne pas tout à fait l'année d'études, mais parce que ça correspond, voilà, ça demande une révision du curriculum. Comment changer, comment transformer des enseignements habituellement en classe vers un système à distance, en ligne, en synchrone ou asynchrone, ou les deux. Voilà. Et avec beaucoup de contraintes du temps, de l'espace, des matériels, des conditions économiques, de la psychologie des étudiants, etc., etc. Comment faire pour bien réguler tous les processus d'enseignement à distance? Là, les étudiants en 4e année ou en 3e, en 2e, en 1re année, c'est pareil. D'accord. Vous voyez? Donc, si vous n'avez rien comme base d'enseignement à distance, quelle que soit l'année d'études des étudiants, je vous conseille de commencer tout neuf par un projet initiation parce que vous partez de zéro en termes d'enseignement à distance. Donc, vous partez de zéro, vous ciblez le projet initiation, vous invitez un expert francophone qui sont compétents pour le développement d'une stratégie numérique de l'université ou d'un établissement d'enseignement supérieur. Lui, il va vous aider à travailler avec la direction, avec toutes les composantes de votre école pour aider à construire une stratégie et de vous guider comment développer cela étape par étape. Vous commencez tout simplement par un projet A. Voilà. Voilà. D'accord, c'est bien clair. Merci. Ça veut dire qu'on peut commencer directement dans les catégories initiation, c'est ça? Oui. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'Université d'A Nẵng. Bonjour anh Đại et bonjour tout le monde.
Et au nom de l'Université de Da Nang, je vous remercie beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. C'est très intéressant. Et pour ce webinaire, à côté de l'Université de Da Nang, on prévoit de déposer deux projets de l'Université d'éducation et l'autre, c'est l'Université de technologie et de sciences de technologie. C'est là-bas de M. Bình qui vient de faire une question là-bas déjà. Donc, pour nous, une autre question, c'est que ça concerne les critères de sélection de ce projet parce que en effet, l'Université de Da Nang, c'est une membre titulaire de l'AEF, mais on a des universités membres dedans. Donc, comme je viens de souligner, il y a deux projets et je souhaite avoir une information pour les critères de sélection. S'il y a un quota pour chaque université membre ou ça concerne seulement les universités membres qui va déposer le projet. Voilà, c'est le critère le quota là. Merci. Il n'y a pas de quota. Donc, parce que la structuration des universités, surtout asiatiques et vietnamiennes, sont un peu spécifiques. Et on a des cas où université, mais qui comprend de plusieurs écoles ou universités à l'intérieur et qui sont relativement indépendants, qui sont plutôt autonomes. Et chaque établissement enfant de ces grandes universités peut postuler. Mais chaque établissement d'enseignement supérieur autonome peut déposer un seul projet. Donc, si à l'Université Da Nang, il y a l'école polytechnique, il y a l'école normale supérieure, il y a d'autres écoles. Chaque école veut constituer un projet, sera la bienvenue. Il n'y a pas de quota que voilà, Da Nang, seulement un ou deux projets. On va recevoir tous les projets de candidature venant de tous les établissements qui sont habilités. Ensuite, on va voir en termes de qualité des projets déposés et la répartition géographique de ces projets candidatures et on va prendre des décisions qui conviennent. Voilà. Donc, au sein de l'Université de Da Nang, il y a certains établissements enfants qui ont leur propre statut, par exemple, Confasi. Ils sont membres de la Confasi. Voilà. Ou bien, il y a encore d'autres, il peut y avoir d'autres écoles à l'intérieur de l'Université de Da Nang, mais qui n'ont pas le statut Confasi. Ils peuvent postuler sous l'égide de l'Université de Da Nang. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de quota en la matière. Mais on va évaluer seulement à la fin de la clôture, après la clôture de candidatures, on va regarder toute la liste des candidatures reçues et on va voir surtout la qualité des projets. Voilà. Une autre question, est-ce que vous pouvez dévoiler qu'il y a combien il y a le nombre de projets soutenus par l'AUF l'année dernière? C'est-à-dire qu'il y a combien de projets sélectionnés par l'année dernière? En 2020, nous avons un délai très court. Nous avions des délais très courts. 3 semaines de réception de candidature, 1 semaine d'évaluation. Et nous avons reçu 30 dossiers de candidature d'une vingtaine d'établissements membres dans la région de 9 pays. Donc, avec beaucoup de candidatures comme ça, la direction de l'AEF avait décidé de soutenir un plus grand nombre de projets qui répondent à un minimum de qualité scientifique. Donc, on a finalement 19 projets soutenus, mais avec le taux de soutien moins élevé que demandé par les porteurs de projets.
on a abaissé un peu le montant alloué à chaque projet pour augmenter le nombre de projets soutenus. Donc, c'était 19 projets de 9 pays, avec un montant total de plus de 103 000 euros. Voilà, c'était en 2020. Mais cette édition, nous avons prévu une enveloppe plus élevée, donc au moins 150 000 euros, ou un peu plus si besoin est. Mais on n'a pas encore décidé si on va garder l'enveloppe maximum 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 pour chaque projet, ou on peut faire des reliquats, des ajustements du montant alloué à chaque projet parce qu'il faudrait attendre le nombre de candidatures finalement reçues. Nous avons prévu dans le budget cette année 3 projets catégorie A, 3B, 3C, 3D. Mais c'est très symbolique. Il n'y a pas de quota pour chaque catégorie, mais nous, encore une fois, nous attendons le résultat final de toutes les candidatures pour prendre la décision. Merci anh Đại, c'est très utile. Merci. Cher Dai, il y a 3 questions dans le chat. Oui. J'ai une première question en anglais de monsieur ou madame Nopka Nyarit. Ma question est Kennedy University. Université peut postuler 2 niveaux ou seulement 1. En fait, vous devrez cibler un seul niveau qui cible les livrables les plus élevés. Donc, dans le schéma, vous voyez que si vous ciblez la catégorie B, cela veut dire que les produits livrables de la catégorie A, c'est déjà inclus dans le projet. Similairement, la catégorie C, les livrables sont déjà inclus dans les livrables du projet catégorie B sont déjà inclus dans la catégorie C. Et similairement. Donc, vous choisissez la catégorie la plus élevée. Et cela justifie encore une fois le montant alloué à chaque catégorie, c'est progressivement plus élevé parce que ça demande plus d'investissement sur plusieurs aspects. Une question de monsieur Sassari. Merci l'AVF pour cette initiative. Je n'ai pas encore lu les détails. Juste une question pour le dossier de candidature qui pourrait être le chef de projet, l'enseignant, le directeur du département ou le recteur. C'est déjà écrit dans les termes de référence. Le projet doit être porté par un enseignant, une enseignante ou en général un personnel titulaire clairement identifié d'un établissement membre de l'AVF. La question qui se pose, c'est plutôt en interne. Un porteur projet e-learning qui doit mobiliser les acteurs qui viennent de plusieurs structures. Parce que quand vous parlez des cadres réglementaires, quand vous parlez des ressources humaines, quand vous parlez des ressources financières, quand vous parlez des systèmes techniques, quand vous parlez des formations de formateurs, etc., ça consiste à mobiliser beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs qui viennent de plusieurs structures au sein de votre établissement. Donc, il est préférable que la personne qui porte le projet, qui coordonne le projet, ait été habilité et est capable de mobiliser
toutes les équipes internes pour faire avancer le projet. Voilà, c'est une question d'organisation interne. Mais la personne là, c'est plutôt une personne qui représente la coordination globale du projet et qui s'occupe des échanges directs avec l'AEF pour le déroulement du projet. Mais cette personne-là doit être soutenue derrière en interne et doit avoir toute une équipe qui vient de plusieurs structures différentes pour assurer le bon déroulement du projet si il leur a été retenu. Une question, monsieur? Oui, on l'a dit. Le dossier là, c'est possible d'écrire en version anglais ou laotien? Merci, on l'a dit. C'est la même question de Sen Anit dans le chat. Sur la langue du formulaire, on n'a qu'un seul formulaire à déposer en français. On n'a pas traduit le formulaire en anglais, par exemple. Vous pouvez, parce que le formulaire, c'est sous format Word, vous pouvez faire traduire la version française en notre langue pour faciliter le travail interne de votre établissement. Vous pouvez surtout solliciter les équipes l'AEF local. Par exemple, au Laos, on a le bureau AEF Laos. Au Cambodge, on a le bureau AEF Cambodge. Au Vietnam, on a les deux bureaux AEF à Hanoi et à Ho Chi Minh. Là, ils peuvent vous aider dans peut-être la traduction ou la transformation de tous ces documents en langue nationale pour faciliter le travail interne de votre établissement dans la construction du projet. Mais le formulaire qui doit être déposé à l'AEF devrait être en français. Donc, je vous conseille d'avoir au moins une personne francophone dans l'équipe projet de votre établissement qui s'occupe des échanges avec l'AEF et qui s'occupe aussi de la question de transformation de ces documents entre les deux langues. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. J'ai une question à vous poser parce que c'est comme notre établissement, nous n'avons pas encore aussi demandé le projet. Là, est-ce que vous avez le modèle fixe ou bien quel est le modèle de rédaction d'un projet? Le formulaire, c'est obligatoire. Vous devrez utiliser le formulaire, mais c'est très flexible. On a indiqué les rubriques principales et vous pouvez personnaliser. N'hésitez pas à contacter l'équipe AEF le plus proche de chez vous pour avoir tous les renseignements. Voilà. Il nous reste seulement une minute par rapport à l'heure programmée, surtout avec les interprètes. Donc, si vous, je vous laisse encore une question avant de finir la partie traduction. Monsieur Nguyễn Văn Đức, oui. Xin chào quý thầy cô và quý anh chị. Tôi là Nguyễn Văn Đức, trưởng phòng đào tạo và công tác sinh viên của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Các anh chị nghe có rõ không ạ? Oui. Dạ. Là xin hỏi là bây giờ đối với các trường thành viên của Đại học Huế thì chúng tôi không được đào tạo từ xa toàn bộ chương trình, tức là có một đơn vị khác. Như vậy là chúng tôi có thể đề xuất dự án theo hướng là khoảng 30% số học phần ở bậc thạc sĩ cho cái đào tạo trực tuyến từ xa này được không ạ? Xin hết ạ. Merci pour la question de Monsieur Đức de l'école d'agriculture et foresterie de l'Université de Huế. La question qui se pose, c'est il n'y a pas de programme de formation entièrement à distance. Et est-ce qu'on peut monter des projets pour seulement une partie, par exemple 30% d'enseignement à distance?
La réponse, c'est oui, parce que l'APEN, c'est des formations à distance entièrement, totalement à distance ou partiellement à distance. Donc, le modèle qu'on vous a montré, c'est le modèle formation hybride blended learning à plusieurs niveaux. Vous pouvez cibler 10%, 20%, 30%, 50% ou 100% à distance. C'est à votre choix. On va juger sur la qualité du projet déposé. Il nous reste plus de temps pour la traduction, surtout la traduction en anglais. Donc, nous remercions l'interprète. Si vous n'êtes plus disponible, je vous prie de bien vouloir les collègues qui utilisent le canal anglais peuvent basculer vers d'autres langues. Les autres collègues qui restent avec nous en français, sans traduction, on pourrait continuer. Voilà. Monsieur ou Madame Ngon Sim. Oui, bonjour. Je n'ai pas de questions, mais j'ai une remarque dans le chat. Et c'est sûr que chaque établissement membre a des difficultés de montrer un projet avec des partenaires aux universités membres. À mon avis, ce serait bien l'AUF arrange des universités intéressantes à projet en expliquant des domaines et avec des coordonnées. Ce sera bien pour des membres qui souhaitent de mon projet pour établir une coopération entre universités en Asie-Pacifique. C'est facile et ce sera une continuation. Ce n'est pas seulement pour ce projet, mais avec d'autres coopérations. Oui, merci pour votre remarque. C'est le caractère multipartenaire, c'est un bonus, ce n'est pas un critère principal. Donc, si vous avez plus de partenaires, vous aurez des points en plus, mais ce n'est pas des critères principaux. En cas de doute, si vous n'avez pas de partenaire et vous voulez chercher des partenaires potentiels, n'hésitez pas à contacter directement l'équipe AOF le plus proche de chez vous pour formuler votre besoin et on va vous aider en la matière. Merci, Pierre. Nous avons Madame Latdani qui pose une question sur le programme licence de français appliqué au tourisme. Serait-il possible de continuer ce projet pour développer les cours à distance? Avec un projet précédent, l'important, c'est d'avoir clôturé. On a parlé des projets EAD, mais si vous avez d'autres projets en cours avec l'AOF, et si vous n'avez pas encore finalisé ce projet et vous postulez pour un nouveau projet, ce serait fortement déconseillé parce que ça va créer plus de charges et voilà. Mieux vaut vous concentrer, finaliser un projet avant de commencer un autre projet. Rien n'empêche si vous avez d'autres personnes dans l'équipe pour assister une autre personne qui porte le projet et qui constitue un bon dossier, on verra. Mais il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'empêchement que le projet-là soit intégré dans votre nouveau projet. Mais il faut cibler. Ce qu'on va évaluer, c'est que le résultat de votre projet, est-ce que ça correspond au livrable que l'on a défini dans l'annexe A ou pas? Voilà. Vous, avec la formation francophone, vous aurez des avantages sur le contenu des cours, mais ce n'est pas l'unique, ce n'est pas le seul critère. Il y a plusieurs autres critères qui devraient être pris en compte dans le projet. Encore, regardez les livrables obligatoires de chaque catégorie de projet dans l'annexe 1. Si vous intégrez ces livrables dans le projet et vous justifiez
la cohérence de votre projet et la faisabilité de votre projet, voilà, vous aurez une forte chance de réussir. Je vois une autre question de Tom Sophia. Je ne suis pas encore membre de l'AEF, projet e-learning. Est-ce que voilà, un partenaire qui n'est pas membre de l'AEF et qui développe beaucoup d'activités e-learning, formation à distance, est-ce que ce partenaire peut participer au projet? Oui, ce sera bienvenu, mais vous devrez contacter une université ou un établissement membre de l'AEF et qui serait susceptible de travailler avec vous, de vous prendre comme un partenaire dans le projet. Et là, ce serait bienvenu. Je vois qu'il nous reste plus de questions, à part les deux mains encore levées de M. Nguyễn Văn Đức et Mme Pagan, mais je crois que les questions étaient déjà, on a déjà répondu aux questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Excusez-moi, M. Pagan. Excusez-moi, le son est cassé. On n'a pas pu bien vous entendre. Non, je ne vous entends pas. En attendant, M. Pagan, j'ai vu une question de Mme Trần Anh Hà. J'ai une question concernant les activités qui sont payées par l'AEF dans le projet. Nous devons organiser tout ou une partie de ces activités. Est-ce que les dépenses de la mise en place de nos projets? Pour les dépenses éligibles avec le budget de l'AEF, vous pouvez regarder l'annexe B. Voilà, on a l'annexe B. Voilà, les dépenses types. Chaque type d'activité, il y a des dépenses. Et chaque dépense, on peut utiliser le budget de l'AEF ou non. Voilà, les parties qui disent oui, cela veut dire que vous pouvez payer avec le budget de l'AEF pour telle ou telle dépense. Voilà. Quand il y a des notes, vous regardez sur la colonne notes pour comprendre comment ça s'applique. Voilà. Il y a toutes les descriptions disponibles ici. Il y a certains postes de dépenses que vous ne pouvez pas utiliser le budget de l'AEF, mais seulement le budget de cofinancement. Donc, et cela constitue la partie de cofinancement de votre projet. Et dans le projet AEF, on peut payer plusieurs choses. Mais il y a toutes les définitions disponibles ici. Voilà. Monsieur Pagan parle des normes internationales citées, texte de référence, etc. Donc, les normes internationales, on peut parler des normes SCORM, on peut parler des MOOC, c'est à vous de choisir. Si vous utilisez une norme internationale qui est reconnue, vous le citez dans le document, dans le projet. On va regarder, on va voir. Il n'y a pas une unique norme, mais il peut y avoir plusieurs. À vous de choisir, mais ça devrait être quelque chose qui soit reconnu largement par la communauté universitaire, académique dans le monde. Et s'il y a un vrai impact international, voilà, vous pourrez avoir la chance d'avoir le projet.
Je ne vois plus de questions dans le chat, ni de nouvelles demandes de questions. S'il n'y a plus de questions, on peut clôturer cette rencontre ici. Nous avons l'enregistrement vidéo de cette rencontre et nous allons voir comment nous pouvons rediffuser tous ces échanges-là par un moyen approprié. Maintenant, nous... je ne sais pas si M. Fabien mais avoir quelques mots pour clôturer la rencontre. Oui, très, très volontiers, Dai. Merci. Merci en tout cas, Dai, pour cette présentation extrêmement claire avec cette typologie de 4 projets et leur caractère progressif. On pense très sincèrement que toutes les universités pourront se retrouver dans ce schéma. Merci à tous les établissements membres et non membres pour ces questions très précises qui ont permis d'affiner votre compréhension de cet appel. Et on souhaite que les candidatures soient nombreuses et toute l'équipe de l'AUF Flandre-Pacifique est à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans le montage de votre projet. Merci infiniment de votre écoute. Merci beaucoup de votre présence nombreuse jusqu'à là maintenant et nous clôturons cette rencontre ici et n'hésitez pas à contacter les équipes de l'AUF le plus proche de chez vous pour avoir tous les renseignements, y compris les questions de langue, etc. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à très bientôt.